Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à la séance du Conseil, la séance ordinaire du Conseil du mois de décembre 2025. Alors, bienvenue. Donc, 1.1, dépôt proclamation d'élection de Mme la conseillère Anne Villeneuve au siège numéro 5. Monsieur Lépine. Oui, bonsoir, Madame la mairesse. Alors, donc, je dépose la proclamation d'élection de Madame la conseillère Anne Villeneuve au siège numéro 5. Dans un premier temps, et si vous permettez aussi, je dépose également le serment d'office de Madame Villeneuve. Parfait. Merci. Bienvenue, Mme Villeneuve. Merci beaucoup. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Membre du Conseil, vous avez quelque chose à ajouter à l'ordre du jour? J'ai un proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. Mme McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2025. Donc, vous avez pris connaissance du procès-verbal. Il y a des modifications, ça convient. J'ai un proposeur. Madame Hartley? Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.2, procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 18 novembre. C'est conforme. J'ai un proposeur. Je propose. Madame Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? 3.3, procès-verbal de la séance du comité consultatif sur l'environnement du 23 septembre 2025. Alors, j'ai un proposeur pour ce procès-verbal. Madame Villeneuve propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.4, procès-verbal de la séance du comité consultatif en environnement du 28 octobre. Donc, j'ai un proposeur pour le 28 octobre. Le comité d'environnement. Madame Villeneuve propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.5, procès-verbal de correction, résolution 454.11.25. Monsieur Lépine. Oui, alors, Madame la mairesse, il s'agit ici d'apporter une correction là, sur ce qui aurait dû apparaître dans le texte final de la résolution, mais qui ne change rien à l'esprit de résolution, qui était de permettre d'approuver et de permettre le dépôt de la version numéro 1 de la programmation de la TEC pour 2024-2028. Alors, on aurait dû voir inclus les deux paragraphes suivants, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme et que la municipalité s'engage à réaliser des investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme. Je vous dirais que c'est le modèle qui est prescrit et obligatoire là, du gouvernement pour pouvoir toucher les montants de la subvention TEC. Parfait, merci. J'ai un proposeur donc pour cet ajout, cette correction. Je propose. Madame Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? 4.1, donc, c'est le dépôt du rapport sur le suivi des dossiers. 4.2, le dépôt du rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués. Ça va? 4.3, un rapport sur les transferts budgétaires. C'est un dépôt, M. Lépine? Oui, c'est exact. Parfait, merci. 5.1, bordereau de dépenses. Donc, j'ai vérifié le bordereau de dépenses du 1er au 30 novembre 2025 qui s'élève à 2 150 204 $. Alors, pour le bénéfice des gens dans la salle, les montants les plus importants. Alors, on a David Riddle pour un montant de 820 743 $, dont 637 000 $ et non récurrents qui est pour Chemin du Lac-Éco, la réfection de Chemin du Lac-Éco et Meadowbrook. On a un remboursement de règlement d'emprunt pour un montant de 230 000 $, capital et intérêt. Et on a des DAS pour un montant de 180 000 $. Ce sont les montants les plus importants. Donc, j'ai un proposeur pour le bordereau de dépenses. Madame McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 5.2, donc, état des activités financières. Monsieur Lépine. Alors, Madame la mairesse, je dépose les états financiers de la municipalité au 30 novembre 2025. Donc, il reste un mois à l'exercice financier.
Alors, au 30 novembre, on affichait un surplus de 215 000 mais évidemment, le dernier mois de l'exercice est quand même très important parce que c'est un mois donc de fin d'exercice avec quelques dépenses qui devront être comptabilisées. Il y a évidemment les opérations de déneigement qui peuvent avoir un impact significatif. Donc, on arrive en toute fin d'exercice et on se dirige, s'il n'y a pas évidemment d'imprévu, vers un surplus qui pourrait avoisiner les 100 000 là, pour l'exercice financier 2025. Parfait. Alors, les revenus provenant des mutations immobilières sont encore très bons. On vient de recevoir les chiffres du mois de novembre qui vont apparaître dans les états financiers à la fin de l'exercice. Là. Mais c'est un mois de novembre record au niveau des revenus provenant des droits de mutation immobilière. Tant mieux, merci. Donc, 5.4.1, calendrier 2026 des séances du Conseil. Donc, on fait... vous avez le calendrier des séances qui est proposé. Donc, oui. Le 12 mai. Monsieur Lépine, on peut vérifier. Non, pas pour Non, nous. non. ça Ouais, ne c'est au va fédéral. pas. Non. Donc, le 12 mai, sous réserve du 12 mai. Alors, Juste vérifier, s'il vous plaît. Mardi. c'est un mardi? Donc, nous allons corriger le 12 mai pour le 13 mai. Merci, Mme Bélanger-King. Oui. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur donc, pour les dates du calendrier des rencontres pour l'année prochaine. Donc, Mme Bélanger-King, Monsieur Lacoste propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 8.4.2, c'est le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. Alors, tous les membres du Conseil ont déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Oui, je le certifie, Mme la mairesse. Parfait, merci. 5.4.3, le dépôt du rapport périodique sur les activités d'investissement, dont nous avons vu le rapport des investissements. Merci. 5.4.4, mandat des procureurs de la municipalité à la Cour municipale pour l'année 2026. Monsieur Lépine. Alors, Madame la mairesse, évidemment, comme nous avons une cour municipale comme l'ensemble des municipalités québécoises et nous devons de temps à autre être représentés par un procureur. Alors, on parle généralement des infractions de nature pénale qui se retrouvent devant la cour municipale. Alors, ça vise simplement à renouveler le mandat des procureurs de la municipalité, soit la firme d'avocats PFD, alors avec laquelle la municipalité traite depuis plusieurs années. Alors, avec un ajustement au niveau des taux horaires des avocats qui nous représentent, qui est dans l'ordre de 5 à 6 %. Évidemment, ça dépend du statut des avocats qui sont au dossier, mais on parle de 5 à 6 %, ce qui est généralement ce qui se retrouve actuellement dans le secteur. Là. Parfait, merci. J'ai un proposeur pour cette résolution. Monsieur Lacoste propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.4.5, affectation d'une somme de 150 065 $ du surplus de fonctionnement non affecté au financement d'un paiement de l'équité salariale. Oui, alors, lorsque le Conseil avait procédé à l'adoption du budget 2025, il avait été prévu en fait, il restait un versement aux fins de l'équité salariale, un versement de 150 065 $. Vous venez de le mentionner. Donc, il avait été prévu que ce montant-là serait financé à même le surplus de fonctionnement non affecté. La résolution vise à donner suite à cette intention qui avait été exprimée par le Conseil, donc à la fin 2024, début 2025, lors de l'adoption du budget 2025. Alors, on précise que c'est le dernier versement de l'équité salariale pour la période. Oui, exact, pour la période 2016-2021. Merci. Alors, j'ai un proposeur. Je propose. Madame McLeod propose. Tout le monde est d'accord? 5.4.6, nomination d'un représentant municipal au conseil d'administration d'Habitat Morin Heights. Si vous le permettez, je vais lire la résolution. Attendu que les règlements généraux de la corporation Habitat Morin Heights prévoient un siège pour un représentant municipal au conseil d'administration, considérant que ce siège était occupé par la mairesse depuis la constitution de cette corporation en 2019 et que cette dernière, de par l'accession à ses nouvelles fonctions de mairesse, doit démissionner de celui-ci. Alors, il est proposé de nommer Mme la conseillère Anne Villeneuve à titre de représentante municipale au sein du conseil d'administration d'Habitat Morin Heights,
que cette nomination entre en vigueur dès la réception officielle de démission de Mme la mairesse Louise Cossette. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Mme Bélanger-King propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 5.4.7, emprunt temporaire, règlement 770-2025, pourvoyant au financement de travaux de voirie pour les années 2025, 2026 et 2027 et décrétant un emprunt en conséquence. Monsieur Lépine. Oui, alors, je rappelle que ce règlement-là sur les travaux de voirie pour 2025, 2026, 2027 décrétait un emprunt et des travaux pour une somme de 3 millions de dollars. Alors, évidemment, lorsqu'il y a un règlement d'emprunt qui entre en vigueur, toujours un délai de plusieurs mois avant que ce règlement-là soit formellement financé. Mais vous aurez compris qu'on a commencé déjà à faire des travaux de voirie en 2025. Alors, la rue de Provence, la rue Meadowbrook, le chemin du lac Éco. Alors, évidemment, il faut payer les entrepreneurs qui ont complété ces travaux-là. Donc, l'emprunt temporaire vise à nous permettre d'effectuer ces paiements-là. Puis, évidemment, cet emprunt temporaire-là est annulé là, aussitôt que le règlement d'emprunt est formellement financé. Ce qui arrivera quelque part au mois de juin-juillet prochain. Parfait, merci. J'ai un proposeur pour cet emprunt temporaire. Madame Villeneuve propose. Tout le monde est d'accord? 5.4.8, emprunt au fonds de roulement, projet divers. Oui, alors ici, Madame la mairesse, ce sont des projets qui étaient, en fait, dans certains cas, prévus au programme triennal d'immobilisation 2025 et dans un cas en particulier, là, il y avait un imprévu qui est la question de la motoneige qui nous a laissé tomber là, il y a quelques semaines de ça et il a fallu procéder à l'acquisition rapidement parce qu'évidemment, on est au début de la saison hivernale. Donc, on parle de 93 500 $ là, à refiler au fonds de roulement par emprunt remboursable sur une période de 5 ans. Parfait. Alors, j'ai un proposeur pour cet emprunt. Madame Hartley propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 6.1, donc rapport mensuel du directeur sécurité publique et incendie. Ça va? 6.2, rapport mensuel du service de police de la Sûreté du Québec. Donc, aucun rapport nous a été déposé. 6.4.1, entente avec le CI3S Laurentides et Santé Québec pour le maintien et le financement récurrent du service de premier répondant niveau 3. Alors, Madame la mairesse, ici, il s'agit du renouvellement de l'entente entre le CI3S, qui deviendra prochainement Santé Québec Laurentides, pour le maintien et le financement récurrent du service de premier répondant niveau 3. C'est notre service de premier répondant. Et on comprend qu'en vertu de cette entente, la municipalité récupère 2,5 % des coûts nets du service de sécurité publique et incendie jusqu'à concurrence des coûts réels du service de premier répondant. Et donc, il s'agit de renouveler cette entente-là selon les mêmes termes donc, que celle qui prévalait auparavant. Parfait. Donc, j'ai un proposeur. Mme McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 6.4.2, donc, on a un dépôt, résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relativement au règlement 782-2025, modifiant le règlement 771-2025 et décrétant des travaux d'agrandissement de la caserne, pourvoyant au financement de tels travaux et décrétant un emprunt en conséquence. Oui, alors ici, donc, je dépose les résultats de cette procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Là, il s'agit ici du règlement qui modifiait le règlement sur les travaux d'agrandissement de la caserne. Donc, conformément à la loi, évidemment, il fallait permettre aux personnes habiles à voter de pouvoir demander la tenue d'un référendum. Et le résultat, c'est qu'il n'y a eu aucune personne qui est venue signer le registre. Parfait, merci. 7.1, rapport mensuel du directeur Travaux publics et infrastructures. Commentaire, ça va? Merci. 7.2.1, contrat, service de conciergerie, hôtel de ville et bibliothèque pour l'année 2026, ainsi qu'en option l'année 2027 et 2028. C'est l'appel d'offres 2025-23. Monsieur Lépine. Oui, alors la municipalité là, a procédé à un appel d'offres sur invitation le 22 octobre dernier pour le service de conciergerie pour l'hôtel de ville et la bibliothèque municipale,
Contrat d'1 an pour l'année 2026 avec des années d'option en 2027 et 2028. Invitation qui a été faite auprès de 6 fournisseurs potentiels, à savoir Service d'entretien optimal incorporé, Entretien Tranqualité, André Sills, NS Entretien ménager, Maintenant Général BL et Service Sanigest. La municipalité a reçu une seule soumission conforme, soit celle de M. André Sills, donc soumissionnée pour 2026 à 41 850,90 taxes incluses, avec une option en 2027 à 41 850,90 taxes incluses toujours, et une option en 2028 à 44 242,38 conformément à la loi. Donc, nous avons contacté le soumissionnaire, avons validé tous les éléments. Sa soumission est conforme et comme elle correspond à l'estimé qui avait été fait du contrat, nous vous en recommandons donc l'octroi. J'ai un proposeur. Je propose. Madame McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 7.2.2, contrat service de conciergerie, même chose, mais pour le garage, le corridor aérobique et Castelmarie, toujours pour l'année 2026 avec option 2027-2028, appel d'offres 2025-24. Alors, effectivement, donc, appel d'offres qui a été lancé le 29 octobre 2025 auprès des 6 mêmes entreprises que je viens tout juste de nommer précédemment. Cette fois-ci, la municipalité a reçu 2 soumissions conformes, soit celle de M. André Sills, donc qui a soumissionné pour 2026 à 36 159,64 avec une option en 2027 au prix de 2026 et une option en 2028 à 42 075,10. Également, une soumission de service d'entretien optimal pour 2026 à 39 312 avec une option en 2027 à 40 097,53 et une option en 2028 à 40 885,11. Recommandation, donc, vous est faite d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme pour 2026 avec les options en 2027 et 2028 à M. André Sills. Parfait, j'ai un proposeur. Madame Hartley propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 7.2.3, contrat études géotechniques et caractérisation environnementale des sols, réfection de certaines rues, TP-DP-2025-14. Alors, cette fois-ci, donc, il s'agit d'un contrat de gré à gré qu'on vous recommande d'octroyer à SCP Géotech au montant de 27 924,32 taxes incluses pour procéder là, donc à des études géotechniques, caractérisation environnementale de divers sols, dans l'objectif là, de réfection et de travaux routiers là, pour l'année 2026. Alors, nous avons procédé là, à une recherche de prix auprès de différents fournisseurs potentiels suivant donc, le règlement sur la gestion contractuelle et la politique d'achat et d'approvisionnement de la municipalité. Et donc, recommandation vous est faite, là, SCP Géotech. Parfait, j'ai un proposeur pour... Madame Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 7.2.4, acceptation provisoire partielle, travaux de réfection des infrastructures du chemin du lac Éco entre les rues du Rocher et 16 Arpents. Oui, alors cette résolution donc vise à accepter de façon provisoire certains travaux qui ont déjà été effectués là, il y a quelques semaines encore sur le chemin du lac Éco entre les rues du Rocher et 16 Arpents. Donc, et recommandation donc, du directeur des travaux publics et des infrastructures et des ingénieurs au projet pour libérer le paiement pour les travaux exécutés à ce jour au montant de 513 991,87 taxes incluses, de conserver une retenue de 5 pour l'ensemble des travaux et également de conserver une retenue supplémentaire de 10 pour la portion asphaltage des travaux, puisqu'une seule couche qui a été appliquée. La deuxième viendra là, aussitôt le dégel donc complété au printemps. Parfait, j'ai un proposeur. Madame Hartley propose. Tout le monde est d'accord? Parfait. Donc, 7.4, c'est le dépôt du rapport sur le traitement des demandes et requêtes au 30 novembre 2025. 7.6.1, addenda à l'entente intermunicipale avec la Ville de Sainte-Adèle relatif à des services de déneigement de certaines voies publiques.
Oui, alors le 26 novembre 2024, la municipalité a signé une entente intermunicipale avec la ville de Sainte-Adèle pour le déneigement de certaines rues. Là, on parle des rues là, qui sont situées au bout du chemin du lac Bouchette. Alors, dans la portion là, où on franchit la ligne municipale entre les deux municipalités. Donc, c'est une entente là, qui a été renouvelée au cours des dernières années. Celle-ci, donc, prévoyait le déneigement par Moore Heights des 3 rues là, qui s'y trouvent, là, qui appartiennent à la ville de Sainte-Adèle au montant de 11 600 $. L'ADINDA vise à venir ajouter une clause d'indexation automatique annuelle de 2,5 % à cette somme de 11 600. Parfait. Je voudrais juste préciser qu'il y a la rue de la Randonnée qui est sur le rang 2, qui est également inclus dans cette entente. Oui, J'ai un proposeur. merci. Madame Bélanger-King propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 7.6.2, entente de déneigement sur une portion privée de la rue Bennett appartenant à Sommet Morin Heights. Oui, cette fois-ci, il s'agit de signer une nouvelle entente avec Sommet Morin Heights pour le déneigement donc de la portion de la rue Bennett qui est encore officiellement privée, mais ouverte au public là, depuis de nombreuses années. Alors, comme la municipalité là, déneige évidemment les portions qui sont municipales, bien entendu qu'il y avait un maillage naturel qui pouvait être fait. Bref, la municipalité va déneiger l'entièreté de la rue Bennett, y compris la portion appartenant à Sommet Morin Heights, moyennant le paiement d'une somme de 8 278,20 $ par année, taxes incluses par Sommet Morin Heights. Parfait, merci. J'ai un proposeur. Madame McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 8.1, rapport mensuel de la directrice urbanisme et environnement. C'est un dépôt. 8.2, le rapport sur les permis et certificats. Donc, pour le 30 novembre, nous avons 35 permis de construction neuve qui a été émis dans la municipalité. Donc, en baisse assez considérable. 8.3, rapport d'activité de la Société de protection et de contrôle des animaux. Nous n'avons reçu aucun rapport. Donc, 8.4.1, nous ouvrons la dérogation mineure du lot 3 737 362 rue Franc à 19h53. Oui, alors, Madame la mairesse, il s'agit donc d'une demande de dérogation mineure pour le lot 3 737 962 sur la rue Franc. On parle d'implanter des cases de stationnement entre la façade avant du bâtiment principal et la rue, alors que la réglementation en vigueur exige qu'ils soient placés en dehors de cette zone. Alors, je vous amène ici, là, où on a, suivant là, la flèche rouge ici, la zone d'aménagement des cases de stationnement avec le prolongement des façades latérales là, du bâtiment principal. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié cette demande-là, en fait une recommandation favorable d'acceptation au conseil municipal. Oups, excusez-moi, je vais aller un petit peu. Parfait. Trop rapidement. J'ai un proposeur pour cette dérogation. Je propose, je peux ajouter aussi qu'il y avait un milieu humide à côté, donc c'est pour ça que... C'est pour sécuriser le milieu humide. Exact. Parfait. Simplement vous rappeler, Mme la mairesse, qu'il y a une consultation là, s'il y a des gens dans la salle. Oh, excusez-moi. Oui. Est-ce que vous avez des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure sur la rue Franc? Pas de questions. Merci. Madame Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, 19h54. 8.4.2, dérogation mineure, lot 3... Ah, pardon. Lorsqu'il y a des sujets comme ça, est-ce qu'on pourra avoir avant qu'on puisse aller voir les documents, des choses comme ça? C'est difficile pour la salle de poser une question si on voit juste ça comme ça. On arrive, on voit une question, on n'a jamais vu la face. Il y a comme... On a le temps de regarder. Est-ce que ce serait possible de donner ça? Parce qu'on... Non. C'est parce qu'il y a quand même des avis publics là, qui sont donnés avec des explications de la nature des dérogations mineures. Alors, c'est systématique, puis c'est donné quelques semaines. Oui. Ouais. Oui, c'est prévu au règlement, c'est obligatoire. Oui, absolument. Oui.
Donc, 8.4.2, dérogation mineure, lot 3 737 775 rue de la Cédrière, 19h55. Nous ouvrons la rencontre. Oui. Alors, cette fois-ci, donc, on parle de la superficie du logement intergénérationnel de 80, d'un logement donc intergénérationnel de 80,64 mètres carrés, alors que la réglementation en vigueur exige une superficie maximale de 60 mètres carrés. Alors, dans ce cas-ci, le comité consultatif d'urbanisme a étudié cette demande-là, en recommande l'approbation par le conseil. Donc, on voit ici, là, sur la carte que je vous présente à l'écran, l'endroit où doit se trouver le logement intergénérationnel. Et les motifs qui ont été soumis sont à l'effet que le propriétaire, évidemment, veut offrir un espace adapté fonctionnel pour 2 occupants de logement. La superficie additionnelle est nécessaire pour assurer confort, sécurité, autonomie pour les parents du propriétaire qui vont occuper le logement. Et la superficie a été réfléchie afin de permettre l'autonomie et la fonctionnalité à long terme, notamment si les occupants devaient se déplacer à l'aide d'un fauteuil roulant ou d'un autre équipement adapté. Et on comprend que c'est à l'arrière du bâtiment, il n'y a aucun impact sur la façade du bâtiment. Exact. Alors ici, là, on a tramé en rose. Parfait. Oui? Je dois savoir, c'est quoi la différence? L'autre jour, on avait un bâtiment, une résidence comme ça pour un secteur pour les générationnels qui dépassait la grosseur requise. On l'a refusé. Aujourd'hui, elle dépasse. Je ne peux pas parler pour le dossier dont vous faites mention, mais ce que je sais, c'est que celui-ci, en 80 mètres carrés au lieu de 60. Le CCU le recommande et donc les critères sont acceptés. Donc, au niveau du conseil... Et l'autre jour, Mme Patnaud, c'était pas accepté. Ben, je pense qu'on parle d'une résidence sur la rue Hazen-Riddle, je crois, et que de ce que je me souviens, il y avait une entrée, mais le logement, il était un peu séparé. Le propriétaire en gardait une partie à lui et l'autre partie, c'était pour location, mais c'était séparé. Donc, c'était vraiment pas clair là, de la façon que c'était défini pour le logement. Parfait. D'autres questions dans la salle concernant cette dérogation? Non? Alors, j'ai un proposeur. Madame Bélanger-King, tout le monde est d'accord? Merci. Donc, 8.4.3, PIIA, lot projeté 6 693 943, rue du Plateau. Donc, c'est un PIA élévation, si je... Oui, c'est exact. Alors, le projet, c'est la construction d'un bâtiment principal. Donc, dans un secteur d'élévation, on parle de la zone RV06 dans le secteur du chemin Blue Hills. Alors, vous avez une image de la construction qui est projetée. Alors, aussi également là, le plan d'implantation. Alors, on va aller immédiatement là, aux différents critères prévus par le règlement sur les PIA qui ont été étudiés par le comité consultatif d'urbanisme. Voilà ici. Alors, il y a 7 critères qui ont été respectés. Donc, ils le sont tous, sauf celui de la topographie naturelle. Mais malgré donc ce seul critère là, qui n'est pas respecté, donc le comité consultatif, lui, qui l'a étudié, en recommande l'approbation par le conseil. Parfait. Il y a une condition, c'est-à-dire une garantie financière d'une somme de 25 000 $ qui va être retenue pour l'exécution du contenu des plans d'ingénierie exigés par la municipalité afin qu'ils se conforment. Donc, c'est un PIA. Est-ce que j'ai un proposeur pour ce PIA? Madame Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 8.6.1. Nomination des membres du comité de démolition. Alors, considérant que l'article 7 du règlement 634-2022 sur la démolition d'immeubles prévoit que le comité de démolition doit être constitué de 3 membres du conseil municipal, attendu que ce même article prévoit la nomination du président du comité par le conseil, il est résolu de nommer les personnes suivantes à titre de membres du comité de démolition de la municipalité, soit Mme Carole Patnaud, Mme Gillian Hartley et moi-même.
il est demandé de nommer Mme Carole Patnaud à titre de présidente du comité de démolition. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Mme Bélanger-King propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 8.6.2, nomination des membres du comité consultatif en environnement, attendu que l'article 6 du règlement 567-2019 sur le comité consultatif de l'environnement prévoit la nomination de 4 à 7 membres, dont un membre du conseil. Attendu que les articles 7 et 8 prévoient la nomination des membres par résolution du conseil pour un mandat de 2 ans, il est proposé de nommer les personnes suivantes à titre de membres du comité consultatif en environnement pour un mandat de 2 ans, soit de janvier 2026 à janvier 2028. Christiane Langevin, Louis Ménard, Kim Marino, Geneviève Ouimet et Anne Villeneuve. Donc, j'ai un proposeur. Je propose. Madame McLeod propose. Tout le monde est d'accord? 8.6.3, nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. Attendu que l'article 11 du règlement 756-2024 prévoit qu'il est possible de renouveler le mandat des membres pour une période additionnelle de 2 ans. Attendu que le mandat de tous les membres du comité est échu. Considérant que tous les membres ont manifesté leur intérêt à poursuivre leur travail au sein du comité, il est proposé de nommer les personnes suivantes à titre de membres du comité consultatif d'urbanisme pour un mandat de 2 ans, soit de janvier 2026 à janvier 2028. Jean Dutil, Claude Philippe Lemire, Carole Patnaud, Nathalie Garneau, James Jackson, Gillian Hartley, Robert Lavoie et Clément Bastien. Alors, j'ai un proposeur. Madame Bélanger-King propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 8.6.4, nomination des membres du comité de dynamisation du noyau villageois. Attendu la création du comité de dynamisation du noyau villageois. Attendu les élections générales du 2 novembre 2025 et de l'élection de nouveaux membres du conseil. Il est proposé de nommer les personnes suivantes à titre de membres du comité de dynamisation du noyau villageois, soit Louise Cossette, Gillian Hartley et Nicolème Bélanger-King. Alors, j'ai un proposeur. Je propose. Madame McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 8.6.5, nomination des membres du comité de suivi du plan directeur des parcs et des sentiers. Il manque des espaces verts, Monsieur Lépine. Oui. Plan directeur des espaces verts, des parcs et des sentiers ou des sentiers et des parcs. Attendu la résolution 340.08.25 créant le comité de suivi du plan directeur des parcs et des sentiers et en nommant les membres. Attendu les élections générales du 2 novembre 2025 et de l'élection de nouveaux membres du Conseil, il est résolu de nommer les personnes suivantes à titre de membres du comité de suivi du plan directeur des parcs, des sentiers, des espaces verts. Je le mets dans cet ordre-là, je ne suis pas certaine. Louise Cossette, Carole Patnaud, Gillian Hartley, Chris Schlachter, James Jackson, Marie-Ève Gauthier et Daniel Charbonneau. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Madame McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 8.6.6, approbation de principe, projet pour le prolongement de la rue du Montagnard. Monsieur Lépine. Oui, Madame la mairesse, pendant que vous étiez affairée à adopter différentes résolutions, j'ai un Internet qui vient de me lâcher. Oh, Alors, OK. Alors, vous voulez que je... on va y aller, je dirais l'expression à la mitaine. D'accord. Ceci dit, donc, c'est un projet là, de prolongement de la rue du Montagnard. Décidément, je n'y arriverai pas. Qui est soumis au règlement sur les ententes relatives aux travaux et aux services municipaux. C'est un projet majeur de lotissement. Majeur au sens du règlement, c'est quand ça crée 5 lots ou plus. Alors, dans ce cas-ci, donc, il s'agit d'un projet là, de prolongement de la rue privée existante du Montagnard sur 200 mètres, création de 5 lots distincts d'une superficie de 8 000 mètres carrés et plus, à même le lot, donc 6 533 232, afin d'y ériger des maisons unifamiliales constituant la phase 1 du projet. Le plan du projet a déjà fait l'objet d'une autorisation lors de la séance du 12 novembre 2025 par le biais de la résolution 474-11-25.
L'évaluation du PIA permet d'atteindre le seuil acceptable pour ce projet en matière de développement durable. Le projet respecte les objectifs du règlement sur les PIA. Le promoteur a fourni tous les documents exigés par l'article 11 du règlement sur les ententes relatives aux travaux et aux services municipaux. Et le comité consultatif d'urbanisme qui a étudié ce projet de développement-là recommande au conseil d'approuver le projet à condition qu'une contribution pour fin de parc, terrain-jeu ou espace naturel soit versée en argent. Alors, c'est une recommandation de principe. Évidemment, d'autres étapes sont à franchir. Puis en argent, parce qu'il n'y a pas de sentier à protéger dans ce secteur. Exact. Merci. Alors, j'ai un proposeur. Madame Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? 8.6.7, premier projet de résolution, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un PPC-moi, pour le 680 chemin du village. Alors ici, donc ça c'est un projet qui vise l'implantation d'une station consigne-action. Donc on parle derrière le magasin IGA, Enfin. le long du chemin du village, donc dans le stationnement que tout le monde à peu près à Morin Heights a déjà vu, généralement vide. Alors donc ce projet-là a été soumis donc par la corporation de consigne-action. Et évidemment, il y a certains éléments qui font en sorte qu'on doit vous soumettre, en fait, le propriétaire a dû soumettre et qu'on doit présenter devant vous un projet là, particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Alors, le service de l'urbanisme et de l'environnement a étudié donc ce projet. Les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Le projet y est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement de la MRC des Pays d'en haut et aux dispositions du document complémentaire de ce schéma. L'emplacement est situé dans la zone commerciale C4, donc on vient de le mentionner tout à l'heure. Le bâtiment principal, donc qui est le IGA, lui a été construit en 2007. Et le projet, donc, c'est d'implanter un bâtiment accessoire sur pieux. Alors, c'est ce qui fait en sorte que donc, le PPC-moi est rendu nécessaire en vertu du règlement. Ça ne peut passer par une dérogation mineure. La réglementation en vigueur autorise l'implantation d'un bâtiment accessoire lorsqu'il repose sur l'une ou l'autre des types de fondations suivantes, donc sur des fondations continues de béton monolithe coulé sur place, sur une dalle de béton au sol, ou sur des pieux vissés ou sur des pilotis de béton et d'acier, dans la mesure où un minimum de 70% de la superficie d'implantation au sol du bâtiment est muni d'une fondation visée au paragraphe 1 ou 2, donc des projets intégrés de nature commerciale seulement. L'implantation du bâtiment accessoire projeté est conforme aux dispositions de la réglementation. Donc, comme c'est consigne-action, l'usage projeté, c'est la récupération des contenants de boissons consignés. Et donc, c'est une activité qui est complémentaire au IGA, donc qui est voisin. L'intégration du projet au paysage bâti, architectural et naturel dans lequel il s'insère, bien ça, il y aura une amélioration là, qui sera prévue, bien entendu. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet et la demande, formule un avis favorable au conseil, donc de l'approuver. Oui, conditionnement à ce que les couleurs du revêtement extérieur s'harmonisent au bâtiment principal. Et juste pour le bénéfice de tous, ça va être du côté, en arrière du IGA, il y a un deuxième petit stationnement derrière. Alors, on va se rendre à ce bâtiment-là par ce stationnement-là. Donc, ça ne va pas interférer sur l'avant et le trafic en avant du IGA. Donc, vraiment en arrière. Puis, on est quand même très heureux d'avoir enfin un lieu pour la consigne de nos bouteilles et autres, etc. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Madame McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 9.1, rapport mensuel de la directrice Loisirs, Culture et Vie communautaire. C'est un dépôt. 9.3.1, confirmation d'engagement auprès de la MRC, programme d'entente en patrimoine du ministère de la Culture et des Communications, sous-volet 4.1. Oui, alors ici, donc, l'objet de cette résolution-là, c'est de fournir à la MRC une confirmation d'engagement dans le cadre de demandes que la MRC va effectuer dans le cadre du programme d'entente en patrimoine du ministère de la Culture et des Communications, donc le sous-volet 4.1 du programme.
En clair, ce programme-là vise à permettre des aides financières aux propriétaires privés d'un immeuble qui est cité au patrimoine culturel local. Alors, ce programme-là, donc, prévoit que le ministère verse une subvention équivalente au montant que la municipalité s'engage à investir dans le programme. Alors, il s'agit là du dépôt de la demande. Il n'y a pas de confirmation de fonds. On le saura là, dans quelques semaines ou quelques mois, là, quelle sera la réponse donc, du ministère de la Culture et des Communications. Mais dans cette résolution-là, là, il est prévu que la municipalité est disposée à investir une somme de 30 000 pour les 3 prochaines années. Là. Pas 30 000 pour chacune des 3 prochaines années, mais pour l'ensemble des 3 prochaines années. Alors, si la demande est acceptée, bien, le ministère de la Culture viendrait ajouter un 30 000 additionnel à fournir. Parfait. Et nous avons 2 bâtiments cités dans la municipalité, cités au patrimoine culturel, que sont l'église Trinity Church et l'église United Church, si je ne me trompe pas, M. Lépine? Oui, c'est exact. Merci. Alors, j'ai un proposeur. Madame Villeneuve propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 9.3.2, renouvellement membre du Conseil local du patrimoine. Alors, attendu que l'article 3 du règlement 622-2021 prévoit que le comité est composé de 3 à 5 membres, dont un membre du Conseil et de 2 à 4 citoyens. Attendu que l'article 7 de ce règlement prévoit que le mandat des membres est de 2 ans et qu'il est possible de renouveler le mandat des membres pour une période identique. Attendu que le mandat de plusieurs membres du comité est échu, alors il est proposé de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil local du patrimoine pour un mandat de 2 ans, soit de janvier 2026 à janvier 2028. Michel Provost, James Jackson, Monique Laforêt, Christiane Lefebvre et Nicolème Bélanger-King. Alors, j'ai un proposeur pour le comité du patrimoine. Madame Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 10.1, acquisition du lot 3 206 673 rue des Huards. Oui, alors ici, Madame la mairesse, il est proposé au Conseil de procéder à l'acquisition de ce lot, donc qui est situé sur la rue des Huards, pour une somme symbolique, une contrepartie de 1 $. Alors ça fait suite à un règlement là, avec les assureurs de la municipalité là, concernant ce lot-là en particulier qui a toujours été présenté comme étant un lot construisible, alors que suite à la plus récente analyse, on a réalisé, là, les gens du service d'urbanisme ont réalisé que ce lot-là, donc, de par des questions là, cadastrales, ne pouvait pas être construisible. Alors, évidemment, le propriétaire qui avait acheté ce lot-là, le plus récent propriétaire qui avait acheté ce lot-là de bonne foi, a fait une réclamation qu'on a soumise à nos assureurs. Donc, le propriétaire, lui, va être indemnisé. Évidemment, on aura à payer un déductible d'assurance de l'ordre de 5 000 $. Mais ce qui est inclus là-dedans, c'est que monsieur, qui est propriétaire là, du lot, donc s'engage à céder le lot à la municipalité. Est-ce que c'est possible de le voir sur la carte? Ou c'est trop compliqué? Ou c'est... Bon, si vous êtes... Est-ce que si ça vous intéresse patient. de le voir? Je pense que oui, hein? Alors voilà. Oups. Je vais juste mettre... Donc, c'est le terrain donc, qui nous est donné, qui va faire une autre portion boisée qui va pouvoir Oui. contribuer à à notre conservation. C'est ça, 8 720 mètres carrés. Oui. Est-ce que... C'est la période des questions. Monsieur, on va prendre les questions à la fin. Je suis désolée, mais, Ouais. je suis désolée, mais on va revenir à votre question. Soyez sans crainte. Alors, j'ai un proposeur pour cette
Résolution, donc, d'accepter ce lot pour 1 $. Madame Bélanger-King, tout le monde est d'accord? Merci. 10.2, autorisation de publication d'un avis de droit de préemption pour le lot 3 206 927 000. Oui. Alors ici, il s'agit d'obtenir l'autorisation, si le Conseil est d'accord, là, d'imposer un droit de préemption, de publier un avis de droit de préemption pour le lot là, que nous venons de mentionner. En fait, le lot 3 206 927, c'est le lot de l'ancienne carrière Miller. Alors, pendant donc plusieurs mois, la municipalité a détenu ce qu'on appelle une réserve pour fin publique en vertu de la loi sur l'expropriation. On se souvient qu'à l'époque, la municipalité étudiait la possibilité d'y aménager un site de dépôt à neige. Entre-temps, le Conseil a renoncé à cette option pour toutes sortes de raisons qui ont déjà été expliquées antérieurement à ça. Et donc, le Conseil avait exprimé le souhait à l'époque de remplacer la réserve pour fin publique par un droit de préemption. Donc, la réserve pour fin publique, elle a déjà été retirée. Et là, l'objet de la résolution, donc, c'est d'autoriser l'imposition d'un avis de droit de préemption. Parfait. J'ai un proposeur pour ce lot. Madame Patron propose. Tout le monde est d'accord? Merci. Point 11, correspondance du mois. Donc, vous avez pris connaissance de la correspondance. Point 12, déclaration des conseillers. Membres du Conseil, est-ce que vous souhaitez nous adresser quelques mots? Non? Ben, moi, je veux féliciter tout le monde. C'est la première réunion qu'on est les 6 ensemble avec la mairesse. Madame Anne, je vous souhaite toute la bienvenue. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci, Madame McLeod. Est-ce qu'on peut juste dire que je suis vraiment contente d'être ici puis de voir comment Bien ça sûr, Madame Bélanger-King. J'étais très ignorante et puis je suis très impressionnée par tout ce que j'apprends, par tout ce qui se discute, comment c'est partagé et tout. Alors, je suis vraiment très fière de faire partie de l'équipe. Gênez-vous pas pour vous adresser à moi. Merci. Alors, de mon côté, j'ai un petit mot pour Madame Carole Paradis, qui est ici présente. Alors, je veux d'abord, Madame Paradis, vous remercier pour votre engagement et votre dévouement envers la municipalité et ses citoyens au sein du comité consultatif en environnement. Votre travail acharné, votre rigueur et votre passion ont grandement contribué à l'avancement de projets environnementaux. Nous retiendrons notamment la création de sous-comités qui ont permis de mobiliser près d'une trentaine de citoyens bénévoles sur les enjeux identifiés, soit, je tenais vraiment à répéter les enjeux du plan d'environnement, donc le respect de la biodiversité et la protection des milieux fragiles, la protection du couvert forestier, la préservation des milieux humides et aquatiques, la réduction de la pollution et le maintien d'une qualité de vie optimale. Nous vous remercions sincèrement pour toutes les heures que vous avez consacrées au CCE, pour vos analyses rigoureuses et l'énergie déployée pour améliorer notre milieu de vie. Alors, bonne continuité dans vos futurs projets, Madame Paradis. Bien, allez-y, allez-y. OK. Alors, brièvement, 3 petits points tout simplement. Premièrement, Madame la mairesse, conseillère et conseillers, félicitations pour vos nominations et pour la mise en place du nouveau conseil, premièrement. Deuxièmement, un petit mot sur le CCE. Effectivement, je faisais partie du CCE depuis 7 ans et je l'ai présidé plus de 3 ans. Alors, et j'ai quitté mes fonctions hier après-midi. C'était mon dernier conseil avec le comité. C'est un comité qui fonctionne bien. La municipalité de Moronite est chanceuse d'avoir l'implication des citoyens. Mon 3e point, j'ai une demande à vous faire de la part du CCE afin que peut-être qu'au prochain plénier, vous puissiez accueillir les membres du CCE, d'une part pour les rencontrer, savoir qui sont ces gens, d'autre part pour qu'ils puissent vous présenter le bilan financier, le bilan
des activités de l'année 24-25 et enfin qu'il puisse vous présenter toute l'histoire du CCE de son début jusqu'à maintenant et que vous puissiez vraiment avoir toute l'évolution qui s'est faite dans ce comité de gens bénévoles. Alors, vu qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes, on trouvait que ça pourrait être intéressant et c'est une rencontre qui demanderait peut-être une 20aine de minutes. Parfait. Alors, merci beaucoup. Nous allons accueillir les gens du CCE au prochain plénier du mois de janvier. Merci. Je vais faire le message. Merci à vous. Merci encore. Merci à vous. Si je peux juste rajouter un petit mot, c'était ma première réunion hier au comité d'environnement et j'ai rencontré pour la première fois évidemment tous les membres et dont Madame Paradis et j'ai le regret de ne pas pouvoir travailler plus longtemps avec elle. J'ai vu qu'elle était d'une efficacité redoutable. Alors, félicitations et puis bonne continuation. Juste avant de passer à la période de questions, je voudrais juste terminer en vous souhaitant à toutes et tous un joyeux temps des fêtes rempli d'amour, de paix et de santé. Et sans plus tarder, on commence avec la période de questions. Si vous voulez vous présenter et vous nommer. Allez-y, monsieur. Bonjour, Madame la mairesse. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, les conseillers, conseillères. Pardon? Ah, excusez-moi. Oui, voilà, là, c'est mieux. 1, 2, test, c'est bon. Bonsoir aussi, M. Lépine. Alors, je vais revenir sur la question que j'avais posée le 1er octobre. Il y avait eu une assemblée. C'est concernant toujours ma fameuse question sur les autobus gratuits qui partiraient donc de Saint-Sauveur vers le cégep de Saint-Jérôme pour ceux qui habitent à Moore Knights. Donc, le Saint-Adèle a ce service gratuit, Saint-Sauveur, d'autres municipalités, mais là, je ne vais pas toutes les nommer. Il y en a que, par exemple, Tremblant, il y a une partie qui est payée 50 %, bon, peu importe. Et je voulais savoir exactement où vous en étiez dans ce dossier, si ça avait avancé, si... On a eu des communications avec le transport intermunicipal. Ouais. C'était pas un dossier pour nous au niveau de la municipalité. Je pense qu'on vous avait appelé aussi, Monsieur Lépine. On n'avait pas appelé monsieur pour... Non, moi, j'ai pas eu de monsieur- communication après. Non? Après Ok, c'est pour ça que je me donne la peine de venir vous voir ce soir. Et c'était pas un dossier sur lequel la municipalité avait un intérêt à se pencher, là. Ouais. On n'a pas fait de suivi à savoir combien on avait d'étudiants qui, à partir de Moore Knights, se rendaient là-bas. Donc, c'est pas un dossier là, qu'on a regardé D'accord. avec... Moi, si je peux vous dire... Puis déjà, ouais. au niveau du transport, c'est déjà un service d'autobus public que nous contribuons, hein, la municipalité, nous donnons un montant de, si je ne me trompe pas, c'est 36 000 $ par année. Déjà, à chaque année, nous contribuons déjà. Donc, on pense que c'est la mise de fonds de la municipalité, c'est notre participation au transport intermunicipal, qui est un service, effectivement, dont son budget là, est équilibré, je dirais. Oui. Donc, voilà. Mais là, ma question se pose, c'est au niveau concret, qu'est-ce qui se passe exactement pour... il n'y a pas beaucoup de jeunes qui habitent, qui sont à cet âge-là, qui habitent à Moore Knights, qui vont au cégep de Saint-Jérôme. Pour l'instant, mais bon, je vois que mes voisins, tout ça, il y a de plus en plus d'enfants. Je ne serais pas étonné que pour cette demi-session qui reste, que vous ayez pas plus que 10 ou 15 demandes. Je veux dire, je pense que le nombre va être quand même assez restreint. Moi, la question était, je pense que les gens de Moore Knights, qui font partie de la même région que les autres places, pourraient avoir le même service, au moins au minimum, que celui de Saint-Sauveur. Et Saint-Adèle. Voilà. Écoutez, moi, quand on s'est vu avec le précédent conseil, c'était pas un élément dont on voulait participer parce qu'on se disait, on donne déjà 36 000 $ à l'organisme pour le transport.
Maintenant, si avec le nouveau conseil, il y avait une volonté de revoir, on pourrait à ce moment-là mettre ça au prochain conseil. OK. Par ailleurs, ça nous prendrait, oui, c'est ça, on pourrait regarder. Il faudrait qu'on sache exactement combien de jeunes et combien de demandes on pourrait avoir. Et oui, c'est ça, exactement. Pas sûr que... Non, mais l'idée est que les parents aient, au moins au départ, puissent... Parce qu'il y a un service aussi avec taxi, ils appellent ça taxibus, là. Oui. Mais bon, juste pour vous donner un ordre d'idée, j'ai 2 enfants, 150 $ par mois par enfant, 300 $ par mois, juste pour qu'ils puissent aller à l'école, à part du reste, là. On m'avait, une de vos conseillères, je pense que c'était vous, mais je ne me rappelle plus, là, m'avait dit, ils ont qu'à y aller en voiture. Mes enfants viennent d'avoir 17 ans. Je pense que la voiture, c'est pas une obligation. S'il y a un système de transport, Vous avez raison. je veux dire, est-ce qu'il y a une loi qui oblige à avoir une voiture? Le taxibus, je vais vous dire que la municipalité contribue également au service de taxibus Oui, pour le tout à fait. biais de la MRC. Donc, on contribue déjà. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté Mais du conseil de contribuer individuellement. Laissez-moi juste terminer. Oui, je vous écoute. Et donc, de contribuer individuellement à chacune des personnes. Et c'est un service public, c'est un service qui, on dit, qui ne coûte pas cher. Hein. Comparé à une voiture, c'est vraiment moins cher, effectivement. Et puis, c'est la même chose pour tous. C'est un service public qui appartient à tout le monde, que tout le monde peut utiliser. Et puis, je me répète, on ne pense pas que la municipalité doit aller à subventionner les personnes qui utilisent, les utilisateurs de ce service-là. Alors, pourquoi Saint-Sauveur, Ben, c'est leur décision, monsieur. Nous, Sainte-Adèle, même on y Val-David, je peux vous nommer toutes les municipalités si vous voulez. Et ce n'est pas toutes les municipalités non plus qui Oui. contribuent, mais il y en a environ une trentaine qui utilisent le service, mais il y en a peut-être quelques-unes. Mais pour nous, Morin Heights, comme je vous le dis, c'est ça. On ne pense pas qu'on va aller de ce côté-là, donc voilà. Mais ça, si là, justement, la demande n'est pas forte, il me semble que c'est quelque chose qui peut être négociable avec cette entreprise-là. C'est quand même une entreprise qui... c'est pas une entreprise, c'est un service public, donc qui est subventionné par les ministères. Donc, on paie déjà à travers nos taxes également. À travers le Québec, là, c'est donc, les parents... subvention au transport collectif. Donc, j'ai bien compris, les parents ça serait pas possible pour les parents d'aller reconduire leurs enfants tout simplement à Saint-Sauveur, au même endroit où... quand c'est le taxibus, il va à cet endroit-là, de toute façon. C'est la ligne orange qui se rend à... Oui, vous pouvez aller reconduire votre enfant à l'arrêt d'autobus. Oui, mais il faut payer le fameux... ça revient exactement au même. Fait qu'on a fait des calculs. Nous, on se trimballe nos enfants toute la journée, là. De Morin Heights fait des allers-retours comme ça. Écoutez, moi, je vais vous dire, je reste un peu ébahi de ça. On a tous fait ça avec nos enfants. Oui, je comprends. Mais là, je veux dire, il y a un service qui existe déjà. Oui. Le fait de... Il y a un service qui est déjà largement subventionné par l'État et par nous, la municipalité de Morin Heights. Donc, Saint-Sauveur, eux, peuvent l'avoir, les autres endroits, mais nous, non. C'est ça, moi, c'est ce que je comprends, là. Il y a sûrement vraiment une demande qui est plus grande que celle de Morin Heights. C'est que certaines municipalités, Saint-Sauveur, qui ont un bassin de population, c'est sûr, plus important que nous, eux, c'est gratuit. Mais nous, qu'on est dans le même secteur, qu'on aurait juste quelques personnes peut-être au départ, et si vous l'annoncez l'année prochaine, peut-être qu'il y aurait plus de monde. C'est un service à rendre aux étudiants. Bon, monsieur, je me répète, nous, on ne subventionnera pas les jeunes qui prennent l'autobus. Alors, je vais prendre une autre question, si vous voulez bien. OK. Bon, d'accord. Vous avez donné ma réponse. Madame la mairesse, je vous remercie. Alors, parce qu'ils étaient surpris, l'école, de ce problème. Je veux vous faire quand même la mention que j'en ai discuté avec l'ancien maire et qu'il trouvait ça tout à fait normal. Mais bon, voilà. Vous demanderez. Ensuite, concernant, ça c'est pour mon éducation personnelle, le point 10.1, acquisition du lot 3206-673. Quelle est la raison exacte pourquoi vous n'avez pas autorisé le permis? Est-ce que c'est une question de largeur ou de... Qu'est-ce que c'était le problème? C'est un lot qui était désigné en partie de l'eau.
Et il ne pouvait pas, là, puis sans rentrer dans des dispositions techniques, c'est que dans l'analyse, il n'entrait pas, là, en fait, il n'était pas cadastré, il était dans ce qu'on appelle une partie de l'eau, qui n'était pas protégée par le privilège au lotissement en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Là, on tombe dans quelque chose de très technique, mais on ne pouvait pas, on n'avait aucun moyen. On n'avait pas d'issue juridique particulière qui aurait pu nous permettre, ou en tout cas qui aurait pu permettre à ce propriétaire-là de pouvoir se construire. Ce n'était pas une question de... c'est parce que ce lot en question n'était pas officiellement, j'ai bien compris, on peut cadastré correctement. Oui, effectivement. C'est à peu près ça. Oui, OK. Ce serait une bonne façon de le résumer. Je vous remercie. Je vais peut-être demander un détail, excusez, Gilles Saunier. Je vais peut-être demander un détail sur la question de monsieur. Lorsqu'il est arrivé Balmoral l'autre jour, on avait en assemblée, on avait parlé aussi de partie de l'eau. Est-ce que ça s'applique la même chose? Est-ce que ça pourrait être régularisé de la même façon ou ça peut pas? Non, parce que, en fait, l'Assemblée nationale accepte actuellement, là, puis on en a eu la confirmation aujourd'hui, va accepter de se saisir du projet de loi, mais évidemment parce que c'est un secteur défini et limité. Alors, et on ne pouvait pas entrer ce lot-là isolé à l'intérieur du projet de loi, malheureusement. Merci beaucoup, M. Lépine. Question pour ma gouverne personnelle, puis pour la salle aussi, pour toutes les gens du village. L'accessibilité des documents qui sont déposés, c'est toujours à l'hôtel de ville, ça? Chaque fois que c'est pour dépôt? Dépôt des loisirs, dépôt de l'urbanisme, dépôt de tout. Est-ce qu'on a accès quand c'est déposé? Excusez-moi, Madame Larisse, j'ai oublié de... Excusez-moi, Madame Larisse. Quand un document est déposé... Ce sont des documents qui sont destinés aux membres du conseil municipal. Quand on dit par dépôt... Du rapport, là, quand je vous parle des rapports. Oui. Et tous les documents qui sont publics sont sur le site Internet à partir du lendemain ou surlendemain du conseil municipal. Parce que je me rappelle à l'époque de Peter McLaren qui avait affirmé que lorsque c'était par dépôt, que le document est accessible. Alors c'est pour ça que je reformulais ma demande, je réitérais ma demande. Également pour la portion de M. du-Terrain de la sablière, de la Gravellière Miller, oui. Est-ce qu'il y a une portion à Moore Heights puis une portion à Mille-Îles? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une grande portion à Mille-Îles ou c'est juste une petite partie? Moi, je n'ai pas étudié le terrain, mais je sais qu'on... Monsieur, vous le savez? Oui, en fait, le lot est situé à Moore Heights. À 100%? Oui. À 100% Moore. Oui, le lot 3 206 927 est situé à 100% Moore Heights. Est-ce que ce qui était connu autrefois comme étant la carrière se prolonge au-delà de la limite municipale, peut-être, mais si c'est le cas, c'est sur un autre lot qui est situé dans une autre municipalité. C'est pour vous rappeler aussi, lorsqu'on avait fait l'exercice du plan de réaménagement du noyau villageois, oui. C'était une petite firme, c'était la firme rue principale ou Main Street. C'était une firme très juvénile qui avait fait ça. On avait fait à l'époque des tables de discussion qui avaient été excellents. On est arrivé avec un rapport, puis soudainement dans le rapport, j'ai vu qu'on n'avait pas discuté du système on avait rajouté en première ligne l'installation d'un système des eaux usées dans le village. Mais c'est pour vous dire simplement que pour ce plan d'aménagement-là avait été fait par une firme junior. Alors que j'ai eu l'occasion... Oui. Est-ce que vous avez une question? Alors, est-ce que c'est... Oui, si vous voulez que je la formule en question, c'est toujours possible. Est-ce qu'on peut penser que la municipalité, étant donné qu'il y a des millions de dollars qui vont être engagés, on puisse faire appel à une firme plutôt spécialisée? On en a rencontré on a le plan de dynamisation du noyau villageois qui a été déposé il y a quelques années. Et ce soir, si vous aviez bien entendu le conseil, on a nommé un comité de suivi. J'ai moi-même regardé ce document-là. Il y a plusieurs actions qui ont été réalisées, notamment en parlant de stationnement, de l'éclairage décoratif. Il reste encore beaucoup à faire et il y a un comité de suivi qui a été nommé, qui va s'occuper de faire le suivi du plan de dynamisation du noyau villageois. Alors, c'est très bien, mais c'est pour vous dire, est-ce que je peux espérer qu'on puisse faire appel à une firme senior au lieu d'une firme junior? Merci. Alors, on se dépose à ça. On peut espérer ça, madame? Je pense que le plan de dynamisation a été accepté, a été entériné par tous les membres du conseil il y a plusieurs années. On a déjà commencé à travailler sur ce plan
Il a satisfait tous les membres à cette époque-là du Conseil, qui l'a adopté de manière enthousiaste. Et donc, on va continuer à travailler avec le même plan. Enthousiaste sur la connaissance ou enthousiaste sur l'ignorance? On peut être enthousiaste sur les deux, madame. C'est ça. Je vous remercie beaucoup. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Donc, j'ai quelqu'un pour lever l'Assemblée? Je propose de lever. Madame McLeod. Alors, merci. Et puis, joyeux Noël. Joyeuse fête. Merci beaucoup.